Notre aventure commence dans les jungles du Sud. Ou pas tout à fait. Elle débute plutôt aux portes de Baldur, où nos héros se sont rencontrés car ils avaient entendu parler d'une malédiction depuis quelques jours. Des rumeurs circulent dans les rues et les tavernes au sujet de la malédiction mortelle, une maladie dégénérative qui afflige toute personne ayant été ramenée à la vie. Les victimes perdent du poids et s'affaiblissent de jour en jour, se rapprochant lentement mais sûrement de la mort qu'elles avaient jadis évitée. Lorsqu'elles succombent, elles ne peuvent pas être levées d'entre les morts, ni quiconque d'autre, qu'ils aient été ressuscités ou non dans le passé. Les érudits et temples dévoués à la magie divine ont du mal à expliquer une malédiction qui affecte la région tout entière et possiblement le monde tout entier. Anciennement grande aventurière, Sinra Sylvaine choisit nos héros pour leurs compétences particulières afin d'en apprendre un peu plus sur cette malédiction. Et en parlant de nos héros, une petite présentation s'impose. Orion Garok Zeklub, un Goliath, noble paladin, chevalier du dieu Thorm. Vagar Targaryen, un grand drakeïde rouge utilisant les flammes et les armes pour se défendre. La séduction, la magie et la musique sont les maîtres mots de Jin, changelin du peuple de la féerie. Et c'est arrivé au Chult, au port Nyanzaru, grâce à un cercle de téléportation, que l'aventure commença. Après quelques péripéties, notamment avoir sauvé un homme qui avait reçu une pièce de la société Tekpa, ils ont aussi pris sous leurs ailes Inette, une jeune humaine, qui avait eu des visions troublantes de magiciens en robe rouge disposant d'une base secrète quelque part dans le bassin des Aldani. Marchant à une allure rapide, le début de leurs aventures commença assez mal, car ils se firent attaquer, prendre en embuscade par un groupe de gobelins. C'est là qu'Orion perdit déjà son écuyer ainsi que son noble destrier. Notre groupe fut arrêté au camp Vengeance, par un templier en charge du camp, un adorateur dévoué à Tyr nommé Nil Brise-les-Eaux. Mais nos aventuriers ont réussi à se dépâturer de cela, en arrivant même à récupérer une barque, grâce au talent et aux nombreuses représentations de notre cher Jin. Grâce à la barque récupérée, ils arrivent assez rapidement au bassin marécageux des Eldani, qui est très apprécié des dinosaures et dénué d'insectes hématophages. Après quelques combats contre des zombies grands et petits, nos aventuriers se retrouvèrent sous le cœur du Tao, une importante masse de terre et de pierre qui a été arrachée du sol et flotte à environ 30 mètres au-dessus de cette étendue de forêt marécageuse. À son sommet se trouve un grand arbre pétrifié, dont les racines de pierre émergent de sa partie inférieure. La forme du rocher et les excroissances de l'arbre évoquent l'image d'un gigantesque cœur de pierre en train de flotter dans le ciel. Une impression renforcée et rendue encore plus sordide par le liquide rouge qui découle de ses racines. Ils y rencontrèrent Valendra, qui leur dit que s'il y avait la moindre information sur la malédiction qui pèse en ce moment sur le monde, elle devrait se trouver dans la cité perdue d'Omo. Nos aventuriers décidèrent cependant de se diriger vers Kersabal, la cité des Aarakocra, afin de pouvoir s'y reposer et potentiellement acquérir de nouvelles ressources et compétences. Mais la tragédie arriva vite lorsqu'Inette succomba à ses blessures lors d'un combat. Ils firent vite la rencontre d'un autre groupe d'aventuriers, dont un certain nain s'appelant Ulf et une jeune elfe druide s'appelant Gisela. Après avoir escaladé pour certains, se furent emmenés par d'autres, nos aventuriers arrivèrent dans la cité de Kersabal. Ils y firent la connaissance de la princesse Moaxanare, ainsi que de son petit frère, Na. Elle leur confia que leur arrière-grand-mère, Napaka, était la dernière reine d'Omo. Moaxanare laissa sous-entendre à Orion que dans un futur elle aurait besoin d'un roi pour régner sur la cité d'Omo si jamais il arriverait à la reprendre. Ils rencontrèrent aussi Sheradragon, qui ne communiquait qu'avec des odeurs, et Artus Simber, qui leur confia un terrible secret. Il portait effectivement avec lui un anneau magique, un anneau maudit, qui serait entre de mauvaises mains capable de réduire toute une région au chaos.
La chef de cette communauté est une Aarakocra appelée Asha, que ses congénères, qui la révèrent comme une sainte, appellent professeur. Elle lança un rituel appelé la danse des 7 vents, qui conféra temporairement l'aptitude à nos personnages de voler pendant une durée de 3 jours, ce qui pendant ce temps lui fit perdre ses ailes. Profitant du rituel, nos aventuriers et leurs nouveaux compagnons se mirent à voler pendant 3 jours en direction d'Omu. Mais lors d'un assaut de ghouls une nuit, Gisela tomba, elle aussi. Ils firent le lendemain la connaissance de Meru Vingrat, un célèbre barde de la porte de Baldur, qui faisait partie de l'équipe précédente, envoyée par Sindra Sylvain. Il était poursuivi par un tyrannosaure, qui fut vaincu non sans mal par nos aventuriers. La jungle s'écarte pour révéler une cité morte environnée de falaises à pic. Des bâtiments en ruine et des avenues de pierre se dressent et des structures fantomatiques au-dessus du sol du bassin brumeux. Au-dessus des têtes des aventuriers planent des oiseaux au plumage multicolore. Une cascade se déverse dans le bassin, formant une rivière en crue qui inonde une grande partie de la ville, avant de disparaître dans une profonde crevasse où s'écoule de la lave en fusion. Les vestiges d'un palais se dressent à quelques centaines de mètres du bord de ce gouffre fumant. Peu après leur arrivée à Omu, ils tombèrent sur un petit relais en ruine. Il vit là Orvex Okrama, qui était sur le point de mourir. Il travaillait apparemment avec des magiciens du thé. Ils étaient là pour découvrir des temples. Il travaillait pour eux en tant que traducteur, car il connaissait l'ancienne langue omuane. Pendant ce temps, Meru fit un marquage au charbon sur une représentation de Dendar, le dieu serpent censé dévorer le monde, vénéré par les Yuan-ti, qui pense qu'un portail scellé se trouve quelque part sous les pics de flammes, et il croit que son ouverture permettra à Dendar, le serpent nocturne, de refaire son entrée dans le monde. Ils entreprirent alors de partir à la recherche des 9 cubes énigmatiques, situés dans des temples dédiés au dieu charlatan d'Omu. Ils comprirent vite le danger que représentaient ces temples lorsqu'ils combattirent un crapaud d'onde. Ils se sont ensuite fait attaquer par un vieux tabaxi nommé Sakaklu, qui deviendra potentiellement un allié plus tard. Hélas, en voulant chercher les cubes plus rapidement, Sharadragon fut tué lors d'une embuscade de Yuan-ti, après être sorti d'un temple. Et c'est Ulf qui perdit la vie cette fois, dans un combat acharné contre des plantes. Proche de récupérer tous les cubes, ils durent combattre dans un colisée le roi des plumes, le plus grand prédateur de cette cité. Dans la même journée, ils tombèrent dans une embuscade de Yuan-ti qui les fera tomber inconscients. Ils se réveillèrent le lendemain en cellule, emprisonnés, enchaînés et sans équipement. Orvex, ainsi que les 2 petits camadans qu'ils avaient recueillis, n'étaient hélas plus là. Après un marché avec Fentaza, nos héros fomentèrent une révolte au sein du temple des serpents. Après un combat de longue haleine contre Rasensi et ses fidèles ainsi qu'une hydre, Meru réussit à le convaincre de parler ensemble de la malédiction qui avait l'air de le toucher lui aussi. Avant que nos aventuriers ne quittent le temple, Rasensi les prévient. Acererak aurait jadis tué les 9 dieux d'Omu avant de faire des habitants de la cité ses esclaves dont il s'est servi pour construire le tombeau. L'obélisque noir marque l'entrée du tombeau des 9 dieux. Ici étaient notés les premiers avertissements d'Acererak. Nos aventuriers trouvèrent assez rapidement l'entrée cachée. La première énigme consistait à déposer les 9 cubes dans un ordre bien précis. C'est après que le donjon commença à montrer sa plus grande difficulté, ses pièges. Des lianes et des plantes grimpantes s'accrochent au mur de ce couloir au bout duquel s'ouvre une fenêtre au cristal arqué. Derrière se trouvait une pièce sombre qui abritait un bouclier orné de yeux. Ils trouvèrent dans un tableau Korgram un ancien orc omuan qui avait été fait prisonnier ici par Acererak lui-même. Ils évitèrent le piège d'une statue qui attirait à elle tous les objets métalliques pour les détruire ensuite.
Ils trouvèrent derrière cette porte piégée le crâne maudit de Nepartak, la petite fille de Napaka. Les problèmes ont commencé dans cette salle aux 3 coffres piégés. Après de nombreuses disputes menées en interne, Orion perdit la vie en buvant l'eau de cette fontaine. Ils furent rejoints par Kassara, une jeune druide Yuan-ti qui les observait déjà depuis un moment et qui voudrait connaître les secrets du tombeau. Après être descendus au second niveau, les aventuriers se sont battus contre des zombies, notamment un certain Flétri qui avait l'air de gérer un petit peu cette partie du donjon, et une machine qui était capable de créer des golems de chair, sentinelles de ce donjon. Après avoir récupéré quelques équipements, ils tombèrent sur un bénitier, qui avait l'air d'être capable magiquement de faire voir certaines parties du donjon. Après un combat contre un slat gris, nos aventuriers esquivèrent un piège à l'odeur de vin. Et c'est au lendemain de ce long repos que l'aventure reprend.